Emmanuel Macron, discours devant le Congrès américain qui a duré un petit peu plus que prévu, une cinquantaine de minutes devant les parlementaires américains réunis au Capitole à Washington. Discours solennel dans lequel le chef de l'État a donc appelé l'Amérique et Donald Trump à préserver le multilatéralisme. Et il a dit, vous avez inventé le multilatéralisme, c'est à vous de le préserver à l'heure où Donald Trump entend prendre des décisions unilatérales, que ce soit sur l'Iran bien sûr ou encore le commerce international. Sur l'Iran, il le dit, nous ne quitterons pas, la France ne quittera pas l'accord sur le nucléaire iranien. Il est important de préserver la stabilité dans la région. Et puis message aussi très fort délivré sur les questions commerciales. Il faut préserver le multilatéralisme. Les guerres commerciales ne sont pas le défi. La réponse au défi, il faut trouver des solutions acceptables dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Il faut des échanges libres et équitable. Emmanuel Macron, toujours ovationné par les parlementaires américains depuis le Capitole. On va débriefer, il nous reste un gros quart d'heure jusqu'à 18h dans le Club de la Bourse pour débriefer ce discours du président de la République. On vient en plateau ici avec nos invités. David Calfon qui est avec nous. Bonsoir David. Bonsoir. Président de Sanso Investment Solutions. Pascal Bernachon qui est avec nous. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Stratégiste chez Cabel Richelieu Gestion. Et puis Benjamin Louvet qui est avec nous. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Guillaume. Gérant matières premières chez Ophi Asset Management. Alors qu'est-ce qu'il a dit à Donald Trump dans le secret du bureau ovale? On ne le saura jamais. Mais là pour le coup, il adresse des messages clairs, précis au président américain. David, comment est-ce que vous avez regardé ce discours de Il y a un point qui était essentiel. En fait, il y avait deux choses qui m'ont semblé assez intéressantes. D'une part, toute la partie sur la planète et l'écologie sont des thèmes chez Sanso Investment Solutions qui nous tiennent à cœur. Je suis sûr que l'Amérique rejoindra l'accord sur le climat. Exactement. Voilà. Et ce qu'il dit en gros, c'est que finalement, le fait de sortir des accords de Paris, c'est du court terme, c'est temporaire. Oui. Travaillons avec des chefs d'entreprise pour dépasser cela et préparer le futur. Donc ça, c'est déjà un message qui est assez intéressant. Deuxième point que je note, c'est effectivement tout ce qui a été dit sur l'accord iranien. Oui. Parce que si on reprend maintenant un petit peu la perspective des marchés, quelque part, c'est ça, ces derniers jours, qui a semé un petit peu le trouble. On a vu la hausse du pétrole, qui s'est envolé maintenant à $75 le baril. On souffle un petit peu, on repasse sous les 74 aujourd'hui. Voilà, mais petite accalmie, alors je ne sais pas. Mais effectivement, mais cette inquiétude, elle vient essentiellement de cette remise en cause de l'accord sur le nucléaire iranien. Ça fait peser un risque sur la croissance mondiale. Donald Trump nous a dit qu'il fallait attendre le 12 mai, que personne ne pouvait savoir ce qu'il avait en tête et ce qu'il allait décider. Donc ça entretient le climat d'incertitude. Mais l'abandon de cet accord, donc Emmanuel Macron l'a dit, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas abandonner l'accord et laisser le vide prendre la place. Il faut compléter cet accord. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que la hausse du pétrole, c'est un impact négatif sur le pouvoir d'achat des ménages. On est dans une année aux États-Unis qui est une année électorale, donc ça reste un problème pour Donald Trump. Et deuxième point qu'on a tendance peut-être un petit peu à oublier ces derniers temps, c'est quelle crédibilité pour négocier un accord de dénucléarisation avec la Corée du Nord, si un accord sur la dénucléarisation iranien est dénoncé 3 ans après. Donc là aussi, on voit bien qu'il va falloir trouver une réponse. On retrouve un petit peu la méthode de Donald Trump, qui est... Pas une incohérence près, finalement. Voilà, non, c'est plus une méthode de négociation. On commence à voir un petit peu comment ça marche. C'est d'abord, on impressionne, on crie très fort, avant de négocier derrière. Il ne faut pas oublier la Corée du Nord. On s'est quand même menacé de s'anéantir nucléairement parlant. Et puis bon, finalement, ça va se finir avec une rencontre. Tour de table là-dessus, Benjamin Louvet, comment est-ce que vous regardez effectivement ce dossier iranien? Alors Trump qui a fait des pieds et des mains, qui a de grands gestes hier dans le bureau ovale pour dire tout le mal qu'il pensait de cet accord. On nous parle maintenant de renégocier, de revoir cet accord, de le compléter. Mais vous avez vu quand même les cris d'orfraie poussés ce matin au niveau de la communauté internationale par l'Iran notamment. On ne veut pas entendre parler d'une renégociation, d'une remise. Est-ce qu'il va falloir attendre le 12 mai la réponse de Donald Trump pour voir ce qui peut se passer sur les marchés pétroliers? Alors oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est difficile de savoir, David le disait, c'est la décision que va prendre les États-Unis. Mais je crois que Emmanuel Macron a clairement posé la position de l'Europe. L'Europe ne sortira pas de cet accord. Donc c'est important parce que il faut dire ce qui est, les Américains n'achètent pas de pétrole aux Iraniens. Donc si les Américains sortent de cet accord, ça n'aura pas beaucoup d'impact sur la demande de pétrole si les autres pays de l'accord ne sortent pas. Première chose.
ce qui est plus embêtant, c'est que si Trump décide de faire sortir l'Amérique de cet accord, les Iraniens ont annoncé que eux dénonceraient l'accord. Voilà, s'il n'y a plus les États-Unis dedans, il n'y a plus d'accord. Là, c'est plus embêtant. Mais malgré tout, encore une fois, je pense que le marché s'inquiète à juste titre à cause des conséquences possibles géopolitiques derrière. Maintenant, l'impact sur le prix du pétrole de la fin de cet accord ne serait pas forcément monumental dans un premier temps en termes d'équilibre entre l'offre et la demande. Il ne faut pas oublier qu'on a un peu de marge de manœuvre côté saoudien et côté iranien et côté russe, pardon. Donc on a moyen d'assurer l'équilibre. Ça c'est une première chose. Et puis il ne faut pas oublier que quand il y a eu les sanctions sur l'Iran précédemment, une partie du pétrole iranien arrivait quand même à trouver sa voie sur le marché. Donc c'est pas aujourd'hui le phénomène qui m'inquiète le plus sur le marché pétrolier. Il y a des phénomènes beaucoup plus inquiétants pour moi. C'est l'effondrement du Venezuela. Qui n'arrive pas à s'arrêter et qui a des conséquences très importantes. C'est la situation due à la guerre au Yémen avec qui se poursuit entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Les Houthis, qui lancent régulièrement, on en parle assez peu, mais qui lancent régulièrement des missiles sur les installations pétrolières de Jazan, sur Riyad. Pour l'instant, il n'y a pas eu de dégâts, mais il y a eu aussi des attaques de bateaux, de pétroliers proche du détroit d'Ormuz. Donc tout ça font des risques importants sur ce marché. Et puis on a aussi des élections bientôt au Nigeria, donc les rebelles recommencent à faire parler d'eux. Et dans le même temps, la demande reste extrêmement élevée. Il n'y a pas de frein sur la demande de pétrole. 1,5 million, 1,6 million, 1,8 million, ce sont les estimations de l'Agence internationale de l'énergie, de l'OPEP et de l'Agence américaine de l'énergie. S'il n'y a pas de ralentissement de cette demande, je pense que notre objectif de prix sur le pétrole chez Ofi Asset Management à $85 sur le Brent à la fin de l'année reste valable. Et il y a même possiblement de l'upside là-dessus au cas où les choses tourneraient mal au niveau géopolitique. Pas d'emballement pour vous sur les prix du pétrole si Donald Trump et l'Amérique dénonçaient cet accord sur l'Iran. Pascal, comment est-ce que vous regardez ce dossier, vous ? Une fois sur votre plateau, dans les scénarios de risque qui pouvaient, perturber les marchés financiers, j'avais évoqué le risque du Moyen-Orient. Et je suis absolument pas spécialiste en géopolitique, mais hier j'étais un petit peu surpris par les analyses que j'ai pu entendre sur différents médias sur, le discours de M. Trump sur ces accords iraniens. On sait que M. Trump, comme vous l'avez dit à juste titre, fait peur, va très loin pour arriver à négocier. La Russie est arrivée à son but. La Russie a sauvegardé ses intérêts maritimes en Syrie et elle a, quelque part, M. Poutine est porteur d'une victoire. Il est porteur d'une victoire, mais qui n'est pas une victoire totale, parce qu'il sait très bien que s'il sort de la Syrie, le boxon, pour employer un terme un peu simpliste, va être encore plus important. Donc, à partir de ce moment-là, il est effectivement très opportun de la part de M. Trump de dire « je menace de sortir de l'accord nucléaire iranien », que je ne ferai probablement pas, mais par contre, ça n'est pas satisfaisant pour pouvoir calmer, la volonté d'hégémonie de l'Iran dans la région contre une Arabie Saoudite qui, personne ne l'a dit beaucoup, il y a 15 jours, a reconnu l'État d'Israël. Il y a 15 jours. Ce qui est quand même assez extraordinaire comme timing, et 15 jours juste avant d'aller passer une semaine aux États-Unis et de passer 3 jours en France. Donc il y a toutes ces concordances qui me font dire qu'effectivement la crainte, de ces États, de ces grands meneurs du jeu géopolitique, c'est effectivement d'avoir, un conflit extrêmement difficile au Moyen-Orient, avec d'un côté la Turquie, dont on sait qu'elle est aussi une perturbatrice au niveau de la Syrie, et évidemment l'Iran, qui a quand même, et pas uniquement en Syrie, un certain nombre de zones d'influence. Donc le but, je ne sais pas si ça arrivera, je pense qu'on peut amener Poutine, à la raison. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit, il a réussi un conflit, il a réussi une guerre, mais il ne veut pas non plus que ça soit l'Afghanistan. C'est-à-dire qu'il ne veut pas être acculé à devoir rester en Syrie éternellement. Or, on sait très bien qu'aujourd'hui, quelles que soient les atrocités et le peu de respect que j'ai pour son dirigeant, le jour où son dirigeant disparaît, le risque, de perturbation est phénoménal. Alors oui, pour revenir à des choses plus matérialistes, on va dire, oui, bien évidemment, ça a impacté le prix du baril, au même titre que les stocks pétroliers américains nous surprennent régulièrement à la baisse, et que
En contrepartie aussi, le nombre de rigs, c'est-à-dire de nouveaux puits dans le shale oil, n'augmente pas d'une manière significative. Il y a eu une petite augmentation au début d'année, et là on va dire qu'on est sur un plateau légèrement ascendant. Il est clair... Pardon ? Ça repart doucement. Voilà, ça repart très doucement. On aurait pu s'attendre à ce que ça reparte plus vite. Mais pourquoi ça repart pas plus vite ? Parce qu'effectivement, ce prix du baril est un petit peu artificiellement gonflé, entre autres par la décision qui sera prorogée de la Russie et des membres de l'OPEP, et que effectivement, les entreprises qui n'ont pas investi pendant de nombreuses années hésitent à se relancer à fond dans l'investissement, au risque de voir les prix reculer de nouveau. Benjamin Louvet. Au-delà, c'est tout à fait exact, mais je ne parlerai pas forcément de prix artificiellement gonflés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, nous, quand on regarde les marchés financiers, on raisonne avec deux grandes références que sont le WTI aux États-Unis et le Brent en Europe, évidemment. Ouais. Maintenant, il n'y a pas un pétrole, il n'y a pas deux pétroles, il y a plus de 150 pétroles différents. Et avoir cette image réductrice d'avoir deux pétroles est très problématique aujourd'hui pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de pétrole qui est créé dans les pétroles de schiste aux États-Unis, notamment dans le bassin permien, très important. Et on arrive à plusieurs limites. La première, c'est que on n'arrive plus à sortir ce pétrole de la zone. Quand je vous dis qu'on n'arrive plus à le sortir, les pipelines sont pleins, les trains sont pleins, on commence à transporter le pétrole par camion. Ça veut dire quoi ? Quand vous devez transporter du pétrole par camion au lieu de le transporter par pipeline, le coût n'est pas le même. Oui. Et donc aujourd'hui, il y a un différentiel extrêmement fort qui est en train de se créer entre le prix du WTI et le prix de ce qu'on appelle le Midland, le pétrole du milieu du territoire américain. Ce différentiel aujourd'hui, il est de $8. Ça veut dire que quand vous avez un WTI à $68, en fait, quelqu'un qui fait du pétrole de schiste vend son pétrole aux alentours de $60. Et donc la marge n'est pas la même. Bien sûr. Vous ne gagnez pas la même chose. Et à $60, compte tenu de l'autre problématique qui est que quand on a une baisse du nombre de forages, on s'est concentré sur les endroits où il y avait le plus de pétrole et où c'était le plus facile à trouver. Aujourd'hui qu'on recommence à faire plus de forages, on va chercher du pétrole dans des zones qui sont moins ce qu'on appelle des sweet spots, donc des zones où le pétrole est un peu plus difficile à trouver. Il y a aussi des problèmes techniques, ce qu'on appelle les frac hits, c'est-à-dire que les puits sont de plus en plus proches les uns des autres, et donc il y a des fissures qui se connectent entre les puits, ce qui fait que ça fait des baisses de pression et on perd du pétrole. Tout ça mis bout à bout fait que aujourd'hui on a des grosses difficultés pour arriver à voir la production de pétrole de schiste augmenter. Ouais. Et puis le dernier point qu'il faut noter, c'est la qualité de ce pétrole. C'est quelque chose dont on parle assez peu. On en a parlé dans une note récemment chez OFI qui s'appelait bientôt le pétrole n'existera plus. Le pétrole, parce qu'on va passer à les pétroles, parce que le pétrole de schiste qu'on a trouvé est du pétrole, pour faire très simple, qui est très léger. Et un pétrole très léger, c'est un pétrole dont ne veulent pas les raffineries aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, on commence à avoir un problème. On s'approche de ce que les Américains appellent le refinery roll. C'est-à-dire qu'on arrive vers le mur du raffinage. Ce pétrole très léger donne essentiellement de l'essence, et aujourd'hui la croissance de la demande, elle n'est pas sur l'essence, elle est sur les produits chimiques, elle est sur le diesel et sur l'ensemble de ces produits secondaires. Et on a un vrai problème. Énorme défi pour l'industrie. Et donc ce spread, cet écart qu'il y a entre le WTI et les pétroles de schiste risque de s'accroître encore pour ces problèmes de logistique et pour ces problèmes de qualité de pétrole. Et ça veut dire que l'augmentation de la production de pétrole de schiste ne sera peut-être pas au rendez-vous. Marché pétrolier qu'on continue dessus, bien sûr, au quotidien sur BFM Business. Il nous reste 4 minutes, malheureusement, j'en excuse, le club de la bourse un petit peu écourté après l'intervention du président de la République. On revient sur ces marchés, alors qu'on a un petit peu perdu de vue depuis une heure, mais pour la petite histoire, sachez que le CAC 40 a terminé en baisse ce soir de 0,57%, 5413 points. Wall Street en baisse puisqu'on perd entre 0,1 et 0,3% sur les indices américains. Petit coup d'œil rapidement sur ce marché. David, comment est-ce que vous regardez ce marché qui souffle à Paris, en tout cas après 6 séances de hausse et qui va se chercher une direction finalement, peut-être au-delà de la saison des résultats, qui bat son plein à l'heure actuelle. Comment est-ce que vous regardez ce marché, vous ? En fait, ce que l'on constate, c'est que ce marché, depuis le début de l'année, on est en train d'avoir un retour à la normale. Et ce thème du retour à la normale, il se décline à plein de niveaux différents. Retour à la normale, ça veut dire plus de volatilité, dont acte, c'est ce que l'on a eu depuis le début de l'année. Retour à la normale, ça veut également dire des taux d'intérêt probablement un peu plus élevés. Alors, il y a eu des grandes inquiétudes hier parce que tout d'un coup, le 10 ans américain approchait des 3% et tout le monde se focalise sur ce niveau des 3%. Mais j'ai envie de dire que... Apparemment, pour vous, c'est pas la mort du petit cheval, quoi. Mais l'anomalie, quand on regarde les 30 dernières années, c'était d'avoir des taux à 10 ans inférieurs à 3% plutôt. Donc, on est également, là aussi, d'avoir un... La vraie question, c'est pas de savoir est-ce qu'on a touché les 3% ou pas. C'est est-ce que de 3, on va passer à 4 ?
Ou est-ce que finalement on va retourner autour de 3 ? Ce serait très naturel qu'on reste autour de 3. La Fed a dit que leur objectif de neutralité des taux, ça allait être probablement autour de 3,25. On sait qu'en haut de cycle, on a les taux à 10 ans qui sont à peu près égales au taux court terme, et on va donc avoir ce niveau de 3,25 certainement à terme. Mais en tous les cas, il n'y a pas de risque d'emballement sur la croissance US actuellement. Pascal, il reste une grosse minute pareil sur très rapidement, oui, 100%. Alors là, 100% d'accord. On peut aller effectivement voir 3,20 et terminer l'année, pourquoi pas légèrement en dessous de 3. Sauf, alors effectivement, on se fait peur parce que la composante pétrole agit sur l'inflation globale, plus les matières premières suite aux décisions commerciales de M. Trump. Mais après, est-ce que ça va se projeter ? C'est-à-dire, c'est toujours la problématique de l'inflation. C'est lorsqu'elle démarre, est-ce qu'on est capable de la contrôler ? À mon avis, oui, parce qu'il y a des facteurs que j'ai toujours répété 1000 fois qui sont structurellement défavorables à une forte hausse de l'inflation. Voilà, on est dans la saison des résultats. Ce qui est important, c'est de voir qu'on est dans la saison des résultats. Et aux États-Unis, ils sont tout à fait honorables avec l'effet richesse, bien évidemment, de la réforme fiscale. Qu'en Europe, il y a eu quelques déceptions, mais on s'attendait à un trimestre parce qu'on avait un effet de base qui était quand même très sympathique au terrain 2017. Donc on a quand même des résultats, à part quelques déceptions, qui sont somme toute très satisfaisants. Donc on a des facteurs où les acheteurs peuvent reprendre la main. Mais comme j'ai évoqué la dernière fois, il y a une composante 2 qu'on ne maîtrise pas. Ce risque du Moyen-Orient, bien évidemment, et puis les élections de mid-term, et que M. Trump va nous nourrir, je dirais, de paroles relatives à ses promesses électorales pour essayer de garder le Congrès. Voilà. Donc, il peut être le perturbateur ou le frein, je dirais, de la hausse des marchés financiers. Benjamin, 30 secondes peut-être là-dessus. Je nuancerai un tout petit peu, une toute petite chose, c'est qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le niveau des taux d'intérêt, c'est le niveau des taux d'intérêt réels. Toujours pareil, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, chez OFI, on est très positif sur l'or, parce que on a un niveau d'endettement des économies développées qui est énorme, et qui fait qu'effectivement, je vous rejoins, les taux d'intérêt ne pourront monter que si l'inflation est de retour. Voilà. Les taux d'intérêt réels doivent rester faibles. Quand vous avez un endettement comme aux États-Unis de 100% de votre PIB, 1% de hausse des taux d'intérêt réels, c'est 1% de votre PIB qui part en remboursement des intérêts de votre dette, pas de votre dette, des intérêts de la dette. Et ça, quelque part aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre ni dans les économies européennes, ni en Chine, ni au Japon, ni en Europe. Et ben voilà pour ce club de la bourse un petit peu écourté après le discours d'Emmanuel Macron, sur lequel on va revenir bien sûr dans un instant. Merci messieurs d'être venus ce soir. Pascal Bernachon, stratégiste chez Cabel Richelieu Gestion, Benjamin Louvet, gérant matières premières chez OFI Asset Management, et puis David Calfon, président de Senso Investment Solutions. Merci messieurs, merci beaucoup. La Bourse de Paris, je vous le rappelle, qui fait une petite baisse ce soir après 6 séances de hausse, moins 0,57%, 5413 points. Wall Street en baisse, entre 0,1 et 0,4% de baisse en ce moment sur les 3 indices américains. 17h58, on se retrouve dans un instant pour le Rush. Toute l'actualité économique, on retourne du côté de Washington, débriefer le discours d'Emmanuel Macron. A tout de suite. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.